Les forces en présence sont là pour d'abord toucher le Hamas, mais surtout préserver la vie des otages, mais également préserver la vie des soldats. Alors je sais qu'il y a une impatience normale, humaine, de la part des Israéliens qui sont fatigués de cette guerre, qui voudraient que cette guerre s'arrête. Mais cette guerre s'arrête lorsque les otages sont libérés et lorsque le Hamas n'est plus une menace. Nous estimons à peu près à 3000, peut-être plus, le nombre de terroristes du Hamas embusqués et cachés. Nous sommes en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On comprend que vous êtes très sollicité et on voudrait avec vous faire un point sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, à l'intérieur de la ville de Gaza. Concrètement, comment les forces se déplacent à l'intérieur de la ville de Gaza? Est-ce qu'elles sont déjà, on va dire, au cœur de la ville ou dans les quartiers ouest de la ville, ouest de la ville? Nous parlons deux divisions dans la bande de Gaza, la division 98 et la division 162. Une troisième division doit se joindre aux opérations terrestres, des opérations extrêmement importantes qui ont débuté après avoir fait qu'il y ait une évacuation, un déplacement d'à peu près 350 000 habitants du centre de la ville de Gaza. Le but ici est en aucun cas de faire la guerre aux habitants, mais de faire la guerre et de détruire le Hamas à l'intérieur. Je rappelle que malgré de très nombreux appels au déplacement et à des routes qui sont préparées et sécurisées à l'avance pour que les gens puissent se déplacer du nord vers le sud, le Hamas fait des efforts importants pour empêcher les Gazaouis de se déplacer. Je voudrais penser parce que les opérations militaires terrestres ne se feront pas tant qu'il y a des populations civiles dans des endroits où nous devons agir. Et même si ici nous perdons l'élément surprise dans ce genre d'opération, nous ne sommes en aucun cas dans une opération où il y a un risque pour des civils d'être pris dans les combats, alors que c'est pas le but de l'opération. Maintenant, je ne vais pas vous donner les détails exactement où sont les troupes de Tsahal, mais il y a dans cette opération des dizaines de milliers d'hommes impliqués, à la fois des forces terrestres d'infanterie avec des blindés, et tout ceci se passe par rapport à un renseignement tactique et micro-tactique qui accompagne les opérations qui vont durer un certain temps. Nous estimons à peu près à 3000, peut-être plus, le nombre de terroristes du Hamas embusqués et cachés dans cet endroit-là. C'est une ville importante sur 40 kilomètres carrés à peu près. Donc les opérations vont prendre le temps qu'il faut pour arriver à ce que le Hamas soit totalement démantelé et que les otages dans la région soient libérés. Alors je voudrais revenir effectivement sur ce dernier point des otages, parce qu'on en parle beaucoup même dans les médias israéliens. On le disait dans la revue de la presse, il y a des informations sur lesquelles, par exemple, les services de renseignement militaire israéliens auraient défini, on va dire, un code de conduite des forces israéliennes dans les zones où il risque d'y avoir des otages. Est-ce que effectivement, il y a un code de conduite spécial pour essayer d'éviter de toucher les otages? C'est évident que le but ici était et sera jusqu'à ce que tous les otages reviennent, faire que tous les otages vivants et ceux qui le sont plus reviennent à la maison en Israël. Et donc dans cette opération-là, il y a encore une fois un renseignement tactique et micro-tactique qui accompagne les opérations dans le domaine aussi des otages, pour que tout soit fait, pour que les otages soient épargnés et surtout sécurisés s'il y a des opérations dans des endroits sensibles. Encore une fois, le but ici est de détruire le Hamas. Et nous savons que le Hamas, depuis le départ, depuis le 7 octobre, utilise la vie des otages, également malheureusement leur présence, même lorsqu'ils sont morts, comme bouclier, comme moyen de pression psychologique. Et en Israël, nous sommes une démocratie en guerre. Il y a effectivement les familles otages et puis d'autres qui ont peur pour la vie de leurs frères, de leurs fils, de leur père ou de leur chair. Donc c'est tout à fait normal et évident qu'il y ait cette angoisse. Mais Tsahal, dans cette opération-là, est tout à fait, je dirais, dans cette optique de tout faire pour libérer les otages et frapper le Hamas. Alors, il y a deux données que vous venez de nous fournir il y a quelques instants. Vous avez parlé de 3000 terroristes du Hamas qui seraient dans la région de la Gaza-Ville.
Et de l'autre côté, donc plusieurs divisions de l'armée israélienne, on parle de dizaines de milliers de soldats israéliens entre les soldats du contingent et les réservistes. Il y a un rapport de force que l'on a du mal à comprendre. Pourquoi, par exemple, faudrait-il plus d'un mois et demi, 2 mois, 3 mois, certains diront, à l'armée israélienne, la puissante armée israélienne, pour neutraliser 2500 à 3000 terroristes, alors qu'elle dispose d'une force de frappe incontestable? Parce que ce type de guerre est une guerre extrêmement complexe. Ce type de guerre, dans une région ultra urbanisée comme Gaza City, il y a, encore une fois, je le dis, il y a encore, alors nous parlons à peu près 650 000 Gazaouis qui habitent, qui vivent, qui sont là, qui sont coincés, qui sont empêchés de partir par le Hamas. Et le Hamas voudrait en fait créer des situations de crise majeure, de crise humanitaire. Il voudrait amener Israël à la faute dans ce genre de situation, donc on doit être extrêmement prudent. Les forces en place sont très importantes parce qu'il y a des pièges, parce qu'il y a toute une stratégie qui a été mise en place par le Hamas, des tactiques de groupes terroristes comme le Hamas ressemblent aux tactiques de l'État islamique à l'époque à Mossoul ou à Raqqa. Et donc les forces en présence sont là pour d'abord toucher le Hamas, mais surtout préserver la vie des otages, mais également préserver la vie des soldats. Il y a ici une obligation à la fois éthique, mais également intrinsèque à cette opération, de tout faire pour que la vie des soldats de Tsahal soit épargnée lorsqu'il y a des combats compliqués. C'est pour ça qu'il y a des forces en présence très importantes. Et on a parfois le sentiment, parce que c'est pas la première fois, il faut bien se rappeler, depuis le début de la guerre, les forces israéliennes étaient déjà au début de la guerre, on s'en souvient, dans la ville de Gaza. Elles ont quitté Gaza, elles sont allées à Khan Younes, elles sont allées à Rafah, et aujourd'hui elles reviennent à Gaza. Est-ce que finalement on a le sentiment, comme ça, un sentiment de malaise, parce qu'on a l'impression que le Hamas ressurgit à chaque fois, on va dire, de ces tunnels. Cette fois-ci, on se focalise sur Gazaville, mais peut-être que à Khan Younes, le Hamas se réorganise, ou à Rafah. Quand est-ce qu'on va en finir avec ça? D'abord, faut le dire encore une fois, si le Hamas dépose les armes et libère les otages, la guerre s'arrête. Oui, mais il ne le fera jamais. Oui, je comprends votre question. Si vous savez, Israël est malheureusement très expérimenté dans le domaine de mener des guerres et des combats. Il y a des combats qui ont un certain caractère, d'autres qui sont différents à mener. Encore une fois, le Hamas est installé, c'est véritablement impliqué partout dans la bande de Gaza, du nord au sud. On sait aussi qu'il a réussi à se réorganiser, à se reformer. Je crois que nous en parlions sur vos ondes il y a quelques mois ou quelques semaines, grâce à l'aide humanitaire qu'il a volée, qu'il a ensuite revendu à des prix exorbitants, qui a permis au Hamas de recruter de nouvelles recrues, n'est-ce pas, en les payant. Tout cela réuni fait que nous sommes face à une menace qui reste une menace très importante pour Israël, mais également pour les Gazaouis. Et dans ce type de guerre, il ne faut en aucun cas être avec un chronomètre en main et savoir exactement combien de temps ça va prendre. Alors je sais qu'il y a une impatience normale, humaine, de la part des Israéliens qui sont fatigués de cette guerre, qui voudraient que cette guerre s'arrête. Mais cette guerre s'arrête lorsque les otages sont libérés et lorsque le Hamas n'est plus une menace. Il y a également des pressions, comme vous savez, à l'étranger, où les gens nous demandent d'arrêter. C'était déjà le cas au début de la guerre, d'arrêter à tout prix. Oui. Arrêter à tout prix devant le Hamas, c'est capituler devant le Hamas. Il est hors de question de laisser le Hamas présent dans la bande de Gaza. Il est hors de question de laisser le Hamas être une menace et pour Israël et pour les Gazaouis. Et je rappellerai quand même à tous ceux qui nous entendent et qui sont même parfois souvent en dehors d'Israël, que les pays limitrophes arabes et les Gazaouis eux-mêmes ne veulent pas du Hamas. Et quelque part ici, Israël fait le sale boulot pour toute la région. Personne ne veut du Hamas. Mais personne n'a eu la capacité de mettre fin à ce régime de mort, à ce régime dangereux, qui est un régime qui, si vous ne l'arrêtez pas, peut s'étendre et peut faire des petits entre guillemets. Je rappelle que le Hamas, d'ailleurs ce mot Hamas, c'est l'extension du mouvement des frères musulmans chez les Palestiniens, et qui ont des assises et des soutiens très importants dans différents pays du monde,
avec des soutiens financiers, des soutiens politiques, des soutiens diplomatiques. Je pense au Qatar, je pense à d'autres pays. Et ces pays-là ont été, pendant des années, le soutien financier, entre autres, de ce régime-là. Il faut mettre fin au Hamas. Il faut que cette opération-là mette un point final au Hamas dans la bande de Gaza. Une question qui est liée à la communication. Vous êtes le porte-parole de Tsahal. Est-ce que peut-être vous ne pensez pas qu'il faudrait profiter, entre guillemets, de cette opération dans laquelle, avec les détails que vous venez de nous fournir sur les efforts que l'armée israélienne fait pour ne pas toucher des civils gazaouis, pour essayer d'éviter de perte de soldats et d'otages, de faire rentrer, on va dire, des médias internationaux pour essayer de faire démentir, faire mentir, on va dire, ceux qui prétendent que l'armée israélienne se livre à un génocide, ceux qui accusent l'armée israélienne de crimes de guerre? Vous savez, cette question, elle n'est pas nouvelle. Lorsque nous pourrons le faire au niveau opérationnel, nous le ferons. Comme vous le savez, nous faisons également entrer des journalistes avec les forces de Tsahal lors des opérations. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Des journalistes israéliens. Des journalistes israéliens. Et étrangers également, qui ont suivi également les forces de Tsahal. Ce dont vous parlez, c'est de laisser entrer la presse de manière totalement libre dans la bande de Gaza sans qu'il y ait aucun contrôle opérationnel de Tsahal, ce qui est pour l'instant extrêmement dangereux pour les journalistes et également pour les forces de Tsahal. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais les journalistes israéliens et étrangers, lorsque Tsahal peut le faire, accompagnent les forces de Tsahal dans des opérations. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir donné, nous faire le point sur la situation. Je voudrais, un dernier mot, Daniel, oui. Un dernier mot. D'abord, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, donc souhaiter d'abord à tous les soldats de Tsahal, Chayalei Tsahal, force et courage, et évidemment que Kol Echad Yishmor al Atzmo b'milchama hakasha hazo, le'achel le'am Israël et la Keila, souhaiter à toute la communauté d'origine française, francophone et bien au-delà, Shana Tova, et que cette guerre soit menée jusqu'à la victoire, que les otages reviennent à la maison et que Bezrat Hashem, les choses soient bonnes pour Israël pour l'année qui arrive. Effectivement, et bien entendu, on se joint à vos souhaits. Merci beaucoup, et Shana Tova également, Olivier, et bravo pour votre action au quotidien depuis 2 ans maintenant. Ça fait presque 2 ans que vous êtes... Et un prompt rétablissement, évidemment, à tous nos blessés. Bien entendu. Et voilà. Et merci à vous, Daniel, aussi, et à votre travail, et à ceux qui vous accompagnent pour informer dans une guerre compliquée qui n'est pas finie, et nous sommes ensemble, les Beyachad et Natser. Merci Olivier Rafovitz, bonne journée, bonne continuation, Shana Tova, à bientôt.